Bonjour, Jean-François Coffin, Jardin de France. Est-ce que vous avez étudié l'influence de la pluviométrie et de l'humidité dans tout ce que vous avez présenté? Alors, la pluviométrie, pas directement, parce qu'on prend en compte, en fait, dans pas mal d'études que je vous ai présentées, en fait, on prend en compte le climat. Donc mais c'est pas spécifiquement la pluviométrie, il y a la température qui va avec. C'est des variables un peu agrégées, donc on s'est pas focalisé pour dire quelque chose sur la pluviométrie. Par contre, elle est prise en compte dans les analyses. C'est pas très satisfaisant comme réponse, mais Peut-être vous pouvez. Est-ce que les années, est-ce que les rendements varient en fonction des années déjà? Et est-ce que évidemment la pluviométrie. Évidemment, évidemment, effectivement, la variabilité interannuelle est très très liée souvent pour les productions de semences au climat pendant la période de pollinisation. Le climat alors la pluviométrie, les températures, donc effectivement il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer notamment sur la concentration de la floraison qui va se faire beaucoup plus vite ou de façon plus étalée. Et puis les pollinisateurs qui effectivement s'il pleut, bah, ils vont rester tranquilles pour les abeilles domestiques dans leur ruche et pour les pollinisateurs sauvages planqués pour ne pas se faire mouiller. Et de la même façon, oui, enfin ça va forcément avoir une influence. Ça va forcément avoir une influence. Après, on n'a pas forcément travaillé spécifiquement tel ou tel critère parce qu'effectivement, c'est le climat dans son ensemble. Rajouter quelque chose, ou même au-delà des pollinisateurs, effectivement, quand on a de la pluie, avant j'ai été sélectionneur tournesol, les années pluvieuses, ça lavait tout simplement les plantes. Effectivement, le pollen tombait au sol, même sans un insecte pollinisateur bien au chaud dans leur ruche. Bonjour, Alice Michelon-Antalic, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Je me demandais, donc vous avez montré des productions de nectar par variété de chou-fleur. Je me demandais à quel point ce critère de sélection était mesuré sur les variétés. Par exemple, tout ce qui est quantité de nectar produite, quantité de pollen, voire même est-ce que vous allez mesurer la qualité nutritionnelle de ces nectars et de ces pollens? Parce que je sais que c'est des mesures assez compliquées. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est un peu plus prise en compte aujourd'hui dans les schémas de sélection ou pas, et des mesures qui sont faites plus en routine ou pas du tout? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je ne suis pas du tout sélectionneur. Moi, je travaille au stade de la multiplication de semences, mais effectivement, lorsqu'on a fait ce travail à l'époque, notamment sur les choux-fleurs, on a justement fait des discussions avec les sélectionneurs qui nous avaient fourni ces différentes lignées. Je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas forcément hyper conscients, en tout cas pour ces lignées-là, et ils ont été très intéressés par le fait de leur montrer que justement les quantités de nectar étaient variables et, et que c'était corrélé avec la taille des nectaires. Alors de là à vous dire qu'est-ce qu'ils en ont fait aujourd'hui et l'ont-ils intégré dans leur schéma de sélection, bah, j'espère, mais ce serait plus à eux de répondre. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de sélectionneurs, enfin, de toute façon, si vous sélectionnez, il y a eu des sélections par le passé de variétés qui ont eu une durée de vie très très brève, parce que si on ne peut pas produire les semences d'une variété sélectionnée, elle a beau être formidable pour faire, je veux dire, une carotte conso ou un oignon, mais si on ne peut pas produire les semences, bah, on pourra jamais la produire. Donc, je pense que c'est des critères qui sont quand même pris en compte. Après, de quelle façon exactement, il aurait fallu qu'il y ait un sélectionneur qui vous réponde. J'avais une question pour Monsieur Collin parce que j'ai pas tout compris. Mais il faudrait peut-être revenir à l'image de votre diaporama. C'est celle où il y a les deux cartes de France, là. Parce que
J'ai pas vu la superposition partout entre les traitements phyto. Il me semble que, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que il y avait des traitements phyto importants dans la partie nord de la France et donc des diminutions de pollinisateurs, c'est ça? Enfin, bon. Et puis j'en ai vu aussi autour de la Méditerranée, des zones rouges et dans le sud-ouest. Et là, j'ai pas trouvé la même corrélation. Donc, je trouve que la corrélation, elle est pas, ou alors j'ai pas compris, hein, excusez-moi, elle est pas tellement spectaculaire quand même. Est-ce que je me trompe? Alors, la carte de gauche sur le service de... non, la carte de droite, pardon, sur le service de pollinisation, on ne mesure pas du tout les pollinisateurs, on mesure vraiment des différences de rendement. Hein. Mais ça montre les endroits où les cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs marchent moins bien et donc suggèrent un déficit de pollinisation. La carte de droite, c'est des indices de fréquence de traitement, donc de tout traitement confondu. Et je suis d'accord que la corrélation n'est pas absolument, c'est pas parfait, mais il y a quand même c'est pas non plus complètement disjoint. Et c'est vraiment à l'œil. Là, j'ai pas fait d'analyse qui montre exactement cette relation. Néanmoins, toute cette zone autour du bassin parisien et un peu au nord du bassin parisien, qui est vraiment, qui sort très très fortement, enfin on peut la remettre hein, si vous voulez, mais qui sort très très fortement en termes d'utilisation de pesticides, c'est quand même la zone où il y a où on a le plus de déficit de pollinisation. Et l'autre chose, c'est qu'on voit quand même la vallée du Rhône. Alors, c'est pas très clair parce que c'est quand même, l'échelle est au département d'un côté. Les analyses sont faites au département, donc un département, une couleur, alors qu'après, c'est à la commune, donc c'est beaucoup plus fin. Néanmoins, on voit quand même quelque chose au niveau du Rhône. On voit aussi quelque chose au niveau de Bordeaux. Donc, c'est pas parfait, je suis d'accord, mais c'est pas non plus disjoint. C'est pas non plus, on n'a pas l'impression que c'est deux choses complètement différentes. Juste pour compléter là-dessus, Tiffaine Péderon, l'Office pour les insectes et leur environnement. Simplement, en fait, sur cette carte aussi, enfin, au niveau des pesticides qui sont utilisés dans la région plus méditerranéenne, ça va être utilisé en viticulture. Et le fait que ce soit pas complètement corrélé avec la carte qui est à côté, ça vient du fait que la viticulture n'a pas besoin des insectes pollinisateurs. Donc, elle va impacter l'environnement à la marge, mais ça va être moins criant sur le rendement de ces cultures-là. Que dans les régions du Nord, où là, on a vraiment usage de pesticides dans des cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs, où là, vraiment, la corrélation se voit plus. Mais excusez-moi, juste parce que moi, c'est pareil, j'avais pas compris non plus, mais la carte de droite, c'était que les cultures c'était que les rendements des cultures pollinisées. La carte de droite, c'est une différence. On compare les cultures qui ne sont pas pollinisées, qui n'ont pas besoin de pollinisateurs, et les cultures qui ont besoin de pollinisateurs dans un département donné. Et si ce département a des moins bons rendements juste pour les cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs et pas pour les autres, c'est un signe qu'on a un déficit de pollinisation. Donc on prend en compte toutes les cultures parce qu'il nous faut ces cultures qui ne sont pas dépendantes des pollinisateurs pour vérifier que ce n'est pas juste un département dans lequel le sol est mauvais. C'est un sol très pauvre, donc de toute façon, au niveau agricole, on ne fera jamais quelque chose de très bon. Après, c'est uniquement visuel, hein, mais c'est aussi pour poser la question. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui nous montrent que la production agricole semble être limitée dans certaines régions de France, dans certaines parties de la France, et ne pas poser la question des pesticides, c'est se voiler la face, quoi. Bonjour. Beaucoup d'études montrent qu'une trop grande densité d'abeilles domestiques est nuisible aux pollinisateurs sauvages. Donc, comment prenez-vous ça en compte pour vos cultures de semences?
en culture de plein champ, alors il peut y avoir effectivement en fait, c'est plutôt l'apport de ruches, de pollinisateurs domestiques. Il est assez faible, je veux dire, sur les populations. Il peut y avoir une ou deux ruches par hectare sur certaines cultures qui sont assez peu attractives, mais aux pollinisateurs sauvages, mais il peut y en avoir zéro. En production de semences de carottes population, par exemple, on laisse faire les pollinisateurs sauvages. Et puis, ça n'est qu'en production d'hybrides où là, il y a un ajout éventuel de pollinisateurs. Mais après, effectivement, il peut y avoir enfin, on n'a pas constaté aujourd'hui de compétition, je veux dire, entre les deux, sauf éventuellement, entre certains pollinisateurs, sauf éventuellement dans des structures confinées. Donc là, dans des productions sous abri, effectivement, ça a pu arriver qu'il y ait une compétition entre les pollinisateurs. Mais en parcelle, on n'a pas trop constaté ça. Mais ce qu'on constate par contre, et c'est une des explications pour la production de semences hybrides, c'est que plus on met d'abeilles domestiques, et sachant qu'en production de semences hybrides, ce sont les abeilles domestiques récolteuses de nectar qui font la pollinisation, puisqu'il faut qu'elles aillent sur la lignée femelle qui n'a pas de pollen. Et donc, il peut y avoir une compétition avec les abeilles récolteuses de pollen qui, elles, souvent travaillent d'abord, qui sortent d'abord de la ruche et qui, du coup, viennent récupérer tout le pollen et sont en compétition avec leurs collègues qui, après, n'ont plus de pollen pour aller transférer sur les productions sur les lignées mâles stériles. Et parfois, augmenter la quantité d'abeilles domestiques, on a constaté qu'augmenter la quantité d'abeilles domestiques était plutôt contre-productif. Philippe Morel-Chevillet du conseil scientifique de la SNHF. Une question plutôt peut-être, je crois, pour Emmanuel. Vous avez montré tout à l'heure une diapositive avec une parcelle de plantes mellifères, mais j'ai pas bien compris l'intérêt, puisque apparemment c'était pour l'objectif des semenciers, c'est d'éviter quand même la concurrence entre les plantes cultivées et les plantes naturelles mellifères. Et donc, quel est l'intérêt d'installer ces cultures mellifères au sein des parcelles? Vous avez dit qu'il fallait éviter en plus l'hyper-attractivité de ces parcelles. Alors, je n'ai pas bien compris l'objectif et la façon de procéder, puisque c'est une sorte de recherche de l'impossible, non? Quand j'ai montré le polyphoniflore, c'est ça? Oui. Polyphoniflore. Oui. Justement, en fait, tout est né d'un conflit, c'est clair, hein. Tout est né d'un conflit régional à un moment donné où les agriculteurs multiplicateurs de semences, de carottes ou d'oignons ont dit, avec ces jachères pleines de mélilot et de facélie, eh ben, tous nos pollinisateurs s'en vont et on ne produit plus, nos cultures. Nos cultures, les rendements sont... Ça montre quand même qu'il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs. Alors c'était, pour moi, je vais vous dire mon point de vue strictement personnel, c'est que c'était un peu empirique. Et or, moi, je suis convaincue qu'au contraire, plus il y a des pollinisateurs, et plus ils ont à bouffer, et plus ils peuvent aller sur tout le monde. Et du coup, bon, il y a tout ce travail qui a été mis en place pendant plusieurs années. Ça a été de travailler sur, parce que les jachères, elles sont obligatoires, elles sont dans l'environnement, et puis elles sont pas inintéressantes, au contraire. Donc ça a été dans un environnement qui est un environnement bosseron, hein, donc il y a beaucoup de cultures qui ne sont pas pollinisées par des insectes pollinisateurs en Beauce. Mais il y a nos productions de semences de carottes, d'oignons, etc. Et donc ça a été tout un travail où il y a eu plusieurs années une jachère avec des mélanges d'autres espèces qui ont été étudiées, et il y a eu des études pour voir quel était l'impact de ces jachères, de ces bandes fleuries, on va dire, sur les pollinisateurs sauvages et sur les carottes avoisinantes, surtout sur la production de semences de carottes, sur les autres cultures autour. Et du coup, finalement, c'est positif parce que les carottes, il y en a un peu, mais il n'y a pas que ça. Et donc, apporter en plus avec ces jachères
de la nourriture pour les pollinisateurs sauvages, c'est extrêmement intéressant. En plus, ces jachères, elles ont souvent une durée de floraison qui est plus importante que la simple durée de floraison des carottes qui fleurissent entre, on va dire, le 1er juin et le 15 juillet, quand c'est très étalé, quoi, on va dire. Voilà. Et donc là, il y a aussi des fleurs ensuite qui peuvent servir pour l'alimentation des pollinisateurs sauvages et pour le maintien et le développement de ces. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais moi je me rappelle que je l'avais vécu quand je m'occupais de l'interprofession, c'est que chez les agriculteurs, ils étaient multiplicateurs, ils n'étaient pas contents parce qu'ils louaient des ruches pour faire leur multiplication et ils voyaient hop, toutes les abeilles qui fichaient le camp dans la facélie. Donc ils n'étaient pas contents. Oui. Au-delà du fait qu'effectivement, financièrement, ils payent la location de ruche et que ça servait à. Mais c'est surtout qu'ils n'avaient pas de rendement. Et un agriculteur multiplicateur qui n'a pas de rendement, c'est un semencier qui n'est pas content. Et un agriculteur qui n'est pas payé. Mais l'intérêt, que vous avez souligné, l'intérêt de mettre des jachères fleuries dans des systèmes comme ça, c'est si on veut maintenir des populations de pollinisateurs sauvages dans un paysage comme ça, il faut qu'ils aient le gîte et le couvert. Et donc, d'une part, avoir de la nourriture, du nectar et du pollen, comme vous l'avez dit, c'est en dehors de la floraison des carottes, il faut qu'il y ait de la nourriture avant et après, sinon, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas juste dire venez quand la floraison de mes carottes, et puis après, débrouillez-vous. Donc, il y a un besoin d'accueil de cette biodiversité et on peut difficilement faire de l'accueil de la biodiversité sans avoir un peu d'espace qui est consacré à cette biodiversité, que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour avoir des zones de nidification. Moi, j'avais une question que je voulais poser aux deux, parce que je pense que c'est deux approches différentes, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la taille des parcelles? Parce que c'est vrai que quand on a une production de semences, ça fait énormément de fleurs à visiter en même temps, et j'imagine que si on veut mettre 20 hectares, il vaut peut-être mieux faire 5 fois 4 hectares, les disperser, parce qu'on aura plus facilement un stock d'abeilles sauvages à disposition qu'une grande parcelle de Rasca dans la revue bibliographique au niveau de la profession, ce genre de choses qui sont prises en compte. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des résultats très clairs sur l'effet de la taille des parcelles et le fait que les pollinisateurs aillent ou pas au milieu de la parcelle. On a vraiment une activité de pollinisation qui est beaucoup plus forte en bordure de parcelles qu'au centre des parcelles. Les abeilles domestiques sont parmi les pollinisateurs qui vont le plus au centre des parcelles, mais néanmoins, il y a cet effet taille de parcelle qui est très important. Et ça, c'est vraiment en termes de transition agroécologique, la taille des parcelles est vraiment quelque chose qui joue non pas simplement sur la pollinisation, mais aussi sur le contrôle des ravageurs. C'est vraiment un truc qui est très important. C'est la dernière intervention, parce qu'après, il va falloir qu'on... Juste pour compléter, hein, en règle générale, la multiplication de semences de carottes, la taille moyenne des parcelles est assez faible. Ça va, il y a quelques hectares. Alors, certaines parcelles font jusqu'à 10 hectares, mais c'est les grandes parcelles, quoi. Merci beaucoup, je crois, après ces exposés. Donc, je crois qu'il va être... Voilà, donc je sais pas... Merci à tous pour avoir suivi ce matin le colloque.